Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, c'est le 34e épisode de Chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Dans Chemin de traverse, Frédéric, Élise, Mehdi et moi-même Julie, nous espérons vous proposer de belles rencontres et mettre en avant des parcours personnels et professionnels, des passions, des engagements. Ce soir, nous recevons sur le plateau de la radio Cause Commune Domiti de Lamberterie, connue aussi sous le nom de scène Miti. De la philosophie à la musique, vous allez écouter le parcours de Domiti, compositrice et productrice aux multiples talents. Pour imaginer un monde meilleur, Miti a fondé l'association Mermaids et réalisé le podcast Sisters of Sound, consacré à la production artistique féminine, qui a décrypté notamment quelque chose qui m'a beaucoup plu, la notion de réussite. Bonsoir Domiti. Bonsoir Julie. Je te remercie d'être avec nous ce soir. Je suis très contente de t'avoir à l'émission. J'ai beaucoup aimé ce que tu fais. Merci beaucoup. Alors, avant que notre discussion ne commence, je vous rappelle que nous sommes en direct sur Radio Cause Commune ce mercredi 4 juin et qu'il est 22h. Et que vous écoutez l'émission sur 93.1 en FM ou en DAB+, en Ile-de-France, ou alors partout dans le monde sur Cause Commune. Et ce soir, c'est Frédéric qui est à la réalisation de l'émission. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, belle émission à vous. Alors n'hésitez pas à participer, on a branché un deuxième téléphone, je vous dirai pourquoi, à intervenir en direct, c'est possible. Pour cela, notre téléphone est branché, donc vous pouvez nous appeler au... Ah mince, c'est pas grave si c'est le même numéro. Non, c'est pas grave. Ok, merci Frédéric. Vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46, 09 72 51 55 46. Ou alors vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réagir sur le salon de chat de la radio par message sur le site de la radio causecommune.fm. Vous cliquez sur le bandeau noir en haut, sur le bouton chat, et après vous cherchez le salon Chemin de traverse. Alors, donc ce soir, nous recevons donc dans Chemin de traverse Domiti de Lamberterie. Pour autant, Domiti, tu n'es pas physiquement avec nous sur le plateau de la radio. Voilà, tu participes à distance depuis chez toi. C'est pour ça que le son il n'est pas tout à fait comme d'habitude, mais quand même on t'entend bien. Bon, ça va. Alors voilà, grâce aux équipements techniques de la radio, on peut donc participer à l'émission à distance. Tu n'as pas pu venir ce soir parce que tu es jeune maman et que c'était plus facile dans ton organisation de ne pas te déplacer ce soir. Alors bon, même si c'est plus sympa d'être sur le plateau parce que ça participe à la magie du direct et la magie d'être à la radio, c'est tout à fait possible. Donc tu participes à distance on voulait quand même t'avoir et pas te demander trop de temps et d'organisation pour participer à cette émission. Oui, moi aussi j'aurais préféré venir en vrai. Après c'est vrai que moi j'habite pas à Paris, j'habite à Lille. Donc tout de suite, c'était un tout petit peu plus compliqué. Exactement. Alors justement par rapport à ce que tu fais dans ton podcast et avec l'association Mermaids, ce fait que tu n'es pas venu, je me disais que, tu vois, tu as dit pourquoi tu n'es pas venu. Je me disais que parfois les femmes auraient peut-être peur de dire qu'elles ne vont pas se déplacer parce que pour jouer leur rôle de maman, qu'il y aurait des femmes qui auraient peur de ne pas envoyer le message qu'elles seraient bloquées à la maison, une sorte de préjugé, alors qu'en fait c'est juste une organisation. Mais donc toi, j'ai l'impression que tu combats un peu ce préjugé-là. Oui. Du coup, c'est vrai que dans le podcast, il y a quand même 2 épisodes sur la maternité, musicienne ou maman, donc en 2 parties de 30 minutes chacune. Et c'est vrai que c'est un sujet, moi j'ai 2 enfants, j'en ai un de 6 ans et un de 1 an et demi. Et bon, déjà au premier enfant, j'ai senti que ça compliquait des choses, au deuxième encore plus. Et j'ai eu plusieurs expériences aussi notamment là pour mon deuxième quand j'étais enceinte où je devais faire une tournée et moi après réflexion, je me suis rendu compte que c'était pas possible de faire une tournée avec un bébé de 2 mois et demi, en tout cas que je sais pas ce que je voulais et que ce serait trop compliqué. Et ça a été pas du tout compris en fait par l'équipe.
Et donc ça m'a fait réfléchir parce que pourtant j'avais une remplaçante potentielle, enfin j'avais organisé les choses, mais au-delà du côté pratique, voilà, on comprenait pas que je fasse passer en fait ma vie privée avant ma vie professionnelle. Et j'ai remarqué que en fait, en analysant un peu le sujet, en parlant avec d'autres musiciennes ou même, enfin d'autres femmes, que ça revenait beaucoup, ouais, qu'il y a cette idée que bon, à la fois, et j'avais trouvé que c'était rigolo cette phrase, il faut être parent comme si on n'avait pas de travail et en même temps être au travail comme si on n'avait pas d'enfant. Mais donc c'est impossible en fait. Ouais, c'est impossible. Donc oui, je pense que c'est encore assez mal vu professionnellement, alors que oui, je pense que c'est c'est un acte militant presque en fait de le revendiquer parce que justement ça fait partie de la vie et en fait ça devrait être plus inclusif, je pense. Oui, en fait, c'est vrai que il y a des moments où peut-être on est plus occupé dans sa vie privée, du coup professionnellement on s'organise autrement ou on fait peut-être d'autres choses, on se concentre sur d'autres choses, peut-être que sur une tournée, je sais pas. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé, moi personnellement, pas de tomber enceinte, mais de faire des tournées. Oui, en tout cas, c'est quand même quelque chose de l'être humain, qu'on soit femme ou homme, dans tous les cas, d'avoir des enfants. Enfin, les hommes, ils portent pas ceci, cela, mais bon, ils sont là grâce à la naissance quand même. Oui. Et du coup, on devrait pouvoir dire, ok. Pour ça, tu peux pas pendant quelques mois, mais tu te concentres sur autre chose et puis tu reviendras après. Enfin, il ne devrait pas y avoir de peur, je pense. Oui. Ouais. De stress et de peur par rapport à ça. Ça allait assez loin quand même parce que moi, j'ai interviewé Marion André qui fait partie du collectif Les Maternitantes. Et Les Maternitantes, c'est donc un collectif bénévole de femmes qui aident les intermittentes, donc ça peut être des musiciennes, mais aussi des comédiennes, mais aussi des techniciennes, enfin voilà, différents profils, justement à traverser ça parce que y a beaucoup d'histoires de discrimination, de gens qui se font virer carrément. Ouais. Voilà, enfin ça existe beaucoup et c'est vrai que quand on est intermittent, souvent il n'y a pas vraiment de contrat de travail. On signe le contrat le jour où on travaille souvent, donc il n'y a aucune protection. Donc oui, ça existe beaucoup. Et voilà, au-delà du côté discrimination, il y a aussi beaucoup l'idée que c'est mal vu en fait. On va pas être dispo. Il y a un peu l'idée que l'artiste il doit quand même se vouer corps et âme. Mais j'en parle aussi dans le podcast. Je trouve que c'est aussi lié à l'idée de l'artiste torturé qui doit absolument souffrir et enfin voilà tout donner tout le temps à son art. Ouais. Au détriment de sa santé, de sa vie personnelle, voilà. Alors que c'est vrai qu'en ayant réfléchi à ces questions-là, je me dis maintenant que c'est l'art, il doit être au service de la vie, pas l'inverse. Oui. Donc sinon ça n'a pas trop de sens, quoi. Oui, tout à fait. Alors du coup, on va parler de ton parcours, de ce que tu as fait, mais donc tu fais un podcast qui s'appelle, tu peux nous dire Oui. Sisters of Sound. Voilà, Sisters of Sound. Voilà. Et donc c'est un podcast qui parle de la féminité de la place des femmes dans l'industrie musicale, c'est ça ? Oui, surtout des musiciennes. Des musiciennes, d'accord. Donc moi j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé parce que même si c'est que ça concerne les musiciennes, moi ça m'a parlé. Je joue de la musique comme ça, mais je suis pas du tout pro, donc je peux pas dire que je suis pas concernée par la musique pro. Par contre dans ma vie, pro ou perso, quand même tout ce que vous dites dans les podcasts, ça me touche quand même. Même si c'est le domaine musical, en fait, c'est quand même des sujets qui peuvent s'appliquer à beaucoup de domaines. Par exemple, là, j'ai entendu il n'y a pas longtemps Jeanne Haddad dans ton podcast qui parlait de la créativité et de tout arrêter pour devenir créatif. Bon, alors moi, je ne suis pas créative dans la musique, mais je suis créative dans d'autres choses de la vie. On est tous plus ou moins créatifs quelque part. C'est vrai que ça fait résonance en moi ce qu'elle a dit. Donc, ce podcast, il n'est pas réservé aux musiciennes, je pense. Oui, moi non plus, je pense. Je pense que c'est
c'est le point de départ, c'est l'angle en fait, donc c'est la parole des musiciennes, mais finalement ça parle aussi la place des femmes dans la société, ça parle de l'art, ça parle de la société capitaliste aussi, du travail. Je pense que ça aborde des thèmes qui sont un peu plus universaux. Oui, c'est sûrement pour ça que ça m'a touchée en tout cas. Et alors Frédéric aussi, c'est lui qui m'a fait découvrir, hein, donc il a bien aimé aussi. Et ben voilà, il y a beaucoup de monde, j'imagine, qui aime beaucoup. Donc voilà, on voulait absolument faire découvrir ceci te faire découvrir aux auditeurs et aux auditrices de la radio. Merci. Alors donc on va sûrement parler un peu plus de ton podcast tout à l'heure. On va parler de toi, si tu veux bien, de ton parcours. Alors quand j'ai préparé l'émission, j'ai cherché un titre. Je cherche toujours un titre aux émissions. D'ailleurs, pour parler des coulisses, je mets beaucoup de temps pour trouver les titres. Alors ça a l'air très simple les titres que je mets, mais en fait c'est compliqué pour moi. Ouais, je comprends. Ouais. Parce que, par exemple, moi j'ai beaucoup aimé ce que tu fais et tu fais énormément de choses. Là, je trouve que tu es active dans beaucoup de choses et du coup, c'est dur de faire un titre qui montre tout ça sans être soit dans un sens, soit dans l'autre. Enfin voilà. Donc j'ai mis écriture, musique, enquête sociale et bien plus parce que voilà, ça a fini par ça, mais je suis passée par beaucoup de stades. Voilà. Et donc tout ça pour dire que tu fais beaucoup de choses et donc j'ai cru comprendre que donc tu viens du nord-est de la France, c'est ça? Je suis originaire des Ardennes, donc de Charleville-Mézières. Ok. Et après, je suis partie dans le nord à Lille. Ok. Et j'ai cru comprendre que tu avais fait des études de philosophie. Oui. Ok. Et donc jusqu'au master, c'est ça? Oui, et de théâtre aussi. En fait, quand j'étais au lycée, j'ai beaucoup hésité entre... je faisais de la musique, mais sinon j'ai beaucoup hésité entre philosophie et théâtre. Parce que j'étais aussi en option théâtre et je voulais être comédienne ou metteur en scène. Et donc j'ai un peu fait les deux, quoi. Ok. Assez vite, j'ai fait les deux. Ok. Donc tu as fait des études de philosophie jusqu'au master et en même temps ou de suite après, tu as enchaîné sur des études de théâtre. Oui. Ok. Et alors donc, de ce que je comprends... être actrice, le théâtre, ça t'est venu il y a longtemps? Ah oui, ouais. Oui, je pense que ça date de l'enfance, ouais. Parce que déjà, j'en ai beaucoup fait à l'école, au collège, au lycée, club théâtre, etc., option théâtre. Et non, j'ai toujours aimé raconter des histoires, écrire. Ouais, ça a toujours été quand même assez présent. Ok, écrire et raconter des histoires. Et jouer des personnages aussi. Jouer des personnages. Et alors, du coup, tu dis que tu as beaucoup, quand tu étais jeune ou au lycée, collège, mais alors du coup, tu avais l'opportunité, tu étais dans un endroit où on pouvait faire du théâtre? Déjà, je crois qu'il y avait un club théâtre dans la MJC. Je crois que j'ai commencé par là, mais ça, c'était vraiment il y a très longtemps, parce que je me rappelle vaguement. Ok, donc il y a vraiment longtemps. Je pense que j'étais en primaire. Ouais. Après, dans mon collège, il y avait un club théâtre. Okay. Je l'avais fait. Il y avait de la musique aussi, il y avait une chorale, j'avais fait. Et après, au lycée, j'avais un lycée, donc à Charleville-Mézières, il y avait un lycée avec l'option théâtre. Ok. Avec vraiment une super prof, et on allait voir plein de spectacles, c'était très actif. Et c'est vrai qu'à Charleville aussi, je pense que ça m'a quand même beaucoup influencé. À Charleville, il y a le Festival international des marionnettes, qui est tous les 2 ans maintenant. Et en fait, c'est un festival qui n'est pas forcément connu par le grand public parce que tout le monde ne connaît pas bien la marionnette, mais qui est connu internationalement. C'est vraiment un gros événement international dans le domaine de la marionnette. Ce qui veut dire qu'en fait, surtout à l'époque, il y avait beaucoup de spectacles pendant 10 jours partout dans la rue. Dans toutes les... Enfin, voilà, c'était vraiment... il y avait énormément de spectacles et moi, j'allais beaucoup en voir. Donc, je pense que ça aussi, ça m'a assez vite donné envie de créer.
Oui, donc tu t'es bercé dans ce domaine, enfin dans ce milieu pour... Oui. Ça t'a beaucoup Surtout touché. Que la marionnette, quand on connaît pas trop, on peut avoir une image un peu réductrice de guignol ou de choses uniquement pour enfants, alors qu'en fait la marionnette c'est vraiment un art qui est assez expérimental et on peut voir vraiment des choses assez folles et assez inédites. Et moi je me rappelle de voir des trucs complètement fous dans la rue et de me dire waouh, très petite quoi. Et alors ça, tu dis, ça existe encore? Oui, ça existe encore. C'est tous les 2 ans. Et c'est en septembre. C'est où? C'est à Charleville-Mézières. Charleville-Mézières. Ok, tous les 2 ans en septembre, c'est ça? Ouais, là ce sera cette année en septembre. Ok. Bon, super. Alors, avis aux amateurs, pour aller découvrir les marionnettes, comme tu dis, expérimentales. Il y a de tout, du coup, mais ouais, ça dure 10 jours. Il y a des spectacles dans la rue, il y a des spectacles en salle, et comme c'est un événement international, c'est vrai que Charleville c'est une petite ville, mais là pendant 10 jours, on entend parler toutes les langues. Il y a beaucoup de monde, c'est très agréable, quoi. Ok. Super. Et alors, donc tu allais voir ça, donc tu faisais partie du club théâtre, et donc tes parents, ils étaient contents, ils te permettaient, ils t'amenaient au théâtre. Bon, disons qu'ils m'empêchaient pas. Oui. Ils m'emmenaient pas au théâtre, non. Ils allaient pas ils allaient pas au théâtre. Par contre, c'est vrai que j'avais des frères et sœurs, parce qu'on était 4 et je suis la dernière. Ok. Donc je passais plutôt venue de là, c'est-à-dire que ma sœur, elle avait plus de 10 ans de plus que moi et elle avait déjà fait cette option théâtre. Mmh. Donc quand elle était au lycée, moi j'étais quand même assez petite, et j'allais la voir jouer, j'allais dans son lycée voir dès qu'il y avait un truc. Et mes frères aussi ont fait du théâtre et de la musique, sur plus de la musique d'ailleurs, donc assez jeune. Donc oui, l'art c'était quand même assez présent, quoi. Oui, d'accord. Mon frère il jouait beaucoup d'instruments assez jeune et tout le temps, donc je l'entendais tout le temps faire du piano. Voilà, c'était ambiant. Donc tu as été quand même... Et tes oreilles ont été bercées, ont écouté, se sont exercées à l'écoute. Oui, et puis à l'habitude aussi. Voilà, que c'était quelque chose de normal et de quotidien, quoi, qui faisait partie de la vie, quoi. Oui, voilà. Donc voilà, tu aimais le théâtre, la musique, tu aimais raconter des histoires. Donc tu vas quand même en philosophie. Aussi, donc tu as été au conservatoire, j'ai vu peut-être sur ton CV, ou je sais pas où j'ai vu ça, au conservatoire d'art dramatique. Voilà. Oui. Tu as fait donc un cursus de théâtre, d'art dramatique. J'ai vu aussi que tu as fait un cursus, mais ça j'ai l'impression que c'est plus tard, je sais pas, d'écriture musicale. Oui, ça c'est plus tard. Plus tard. Ça, c'est, voilà. Ok. En fait, la musique c'est revenu plus tard, quoi. D'accord. Okay. Au début, c'était plutôt les mots, l'écriture, le théâtre. Ouais, il y a eu des phases en fait, mais c'est vrai que en fait, pour moi, c'est la même chose, quoi. Ouais. J'ai jamais séparé. C'est vrai que pour moi, c'est la même chose, en fait. Même la philosophie, d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, je trouve ça drôle que le titre, ce soit Chemin de traverse, titre de l'émission, parce que moi, ma vie, ça a toujours été des chemins de traverse. Donc, c'est pas que vraiment, d'un coup, il y a eu que le théâtre ou que la musique, ou que ça a toujours été un peu tout le temps mélangé, mais selon les opportunités, selon les moments de la vie, selon les rencontres, il y a des moments où ça a été plus l'un que l'autre, quoi. Ok, mais pour toi c'est un peu la même forme, tu le vis pareil, c'est ta créativité qui... Ouais, je pense que c'est raconter des histoires quand même, parce qu'au final les chansons c'est des histoires, on les interprète, le podcast c'était raconter aussi l'histoire des autres. Oui. Donc c'est toujours quand même lié à ça, je pense, et raconter un peu la vie intérieure. Oui. C'est-à-dire, j'ai jamais écrit sur, je sais pas, quelque chose d'historique ou, des faits, quoi. Ça a toujours été quand même plutôt J'aime bien le témoignage, en fait. Donc, quand on joue un personnage, c'est une forme de témoignage. Quand on interviewe des gens, c'est une forme de témoignage.
où j'ai écrit aussi des textes qui sont plus proches de monologues, ou même les chansons. C'est aussi comme une sorte de témoignage, quoi. Oui. Et alors, témoigner de la vie intérieure. Je pense que de la vie intérieure. Alors pourquoi tu aimes les témoignages ? Je me suis jamais posé cette question. J'aime bien me mettre peut-être à la place des autres. C'est-à-dire que finalement, par exemple, quand on parle à quelqu'un, alors bien sûr, il y a des conversations qui peuvent être très profondes, mais je veux dire, souvent, c'est difficile de voir le monde à travers les yeux de l'autre, en fait. Oui. Donc, quand on parle à quelqu'un, voilà, on va échanger des pensées, on va échanger des choses, mais on va pas forcément réussir à vraiment voir le monde comme il le voit. Oui. Donc, je pense que c'est ça qui m'intéresse, que ce soit moi dire ma façon de voir le monde ou m'intéresser à comment l'autre le voit, c'est d'échanger ça, en fait. D'échanger... et ce que j'aime aussi en tant que spectatrice, en fait, ou auditrice, j'aime bien quand ça va quand même un peu en profondeur sur ce qu'on ressent, la façon de ressentir le monde. Oui, c'est très beau. Et c'est un peu les vies intérieures dont tu parles. Oui. Là, tu captes peut-être un petit bout de vie intérieure de la personne qui témoigne. C'est ce que j'essaye, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse. Oui. Ok, donc tu voilà, que ce soit de la musique ou du théâtre, de l'écriture, enfin voilà, c'est ce que tu aimes. Et alors, est-ce que tu as été professeur de philosophie ? Oui, mais pas longtemps. Ok. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais, après mon master, forcément, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Forcément, mes parents, ils m'ont pas poussée à être artiste, c'est quand même. Oui. Ils voulaient plutôt, surtout ma mère, elle voulait absolument que je sois fonctionnaire. Donc, puis il y a une sécurité de l'emploi, voilà. Et donc, forcément, j'ai été un peu poussée à ça. Mais par contre, j'ai tout de suite compris que ça n'allait pas du tout aller. Mais pas du tout. Donc, c'est-à-dire que, en fait, j'ai fait un remplacement. Okay. Donc, j'ai postulé pour être remplaçante, donc en tant que prof de philo dans une classe de terminale. Et en fait, dès la première heure, je me suis dit ça va pas aller du tout là, ça va pas. Je me sentais pas du tout à ma place, mais vraiment pas du tout à ma place. Et pourtant, j'aime bien transmettre, mais je peux transmettre, je peux faire des ateliers, des workshops, j'ai fait de la formation. J'aime bien faire ça, mais par contre, pas dans. J'aime bien être indépendante, autonome. Avoir une grande liberté et du coup d'être dans le cadre de l'éducation nationale avec le format de travailler tous les jours avec la même, je sais pas, non, ça n'allait pas, c'était pas possible, c'était pas du tout ça n'avait aucun sens quoi pour moi. Et honnêtement, je suis tellement contente qu'il y ait des gens qui aient cette vocation parce que je trouve ça hyper important, les profs. Et moi, je sais que justement, j'ai une bonne prof de philo, j'ai une bonne prof de théâtre, ça a été des déclencheurs. Et je trouve que c'est des métiers qui sont vraiment importants et qui apportent énormément, mais que moi, je ne pouvais pas faire, quoi. Oui. Et du coup, tu as essayé combien de temps ? Moi, je suis assez radicale. D'accord. Je veux dire, assez vite, j'ai fait 3 nuits blanches. Je me suis dit, je vais démissionner, je peux pas. D'accord. Je peux pas. J'ai tenu peut-être 2 semaines. Oui. Bon, c'est bien. Ça a été tout de suite. En fait, ce qui m'a marqué, c'est que pour moi, c'était évident qu'il fallait que je parte.
Parce que justement, j'entendais une voix dans ma tête qui me disait va-t'en, il faut pas que ça va pas. Et c'était vraiment évident, aucun doute. Et par contre, effectivement, quand je le disais aux gens, c'était pas forcément compris. Et ce qui m'avait marqué, c'est que je l'avais dit évidemment donc à ma mère, qui m'avait dit mais tu vas t'habituer. Ouais. Et ça m'avait marqué parce que je m'étais dit mais je veux pas m'habituer en fait. Si je m'habitue au fait d'être mal et d'être dans quelque chose qui me correspond pas, bah du coup je vais plus du tout m'écouter jamais quoi. Donc il y avait presque un truc d'urgence quoi. Vite fuis avant de t'habituer parce que sinon une fois que tu seras habitué, il y avait quelque chose d'un peu comme si c'était mourir quoi. C'est vrai que c'est le danger. En fait, on se dit bon, c'est genre une situation stable. Ok, il faut le faire. Ok, je vais m'habituer. Et puis bon, après, on se met dans un engrenage et c'est beaucoup plus difficile d'en partir. Mais cela dit, je pense que je n'aurais pas pu, en fait, parce que j'étais pas une bonne prof. C'est-à-dire que comme j'y croyais pas moi-même, j'avais pas trop d'autorité. Non, j'y croyais pas. Autant il y avait 2-3 élèves qui étaient très intéressés et bon voilà, mais les élèves qui n'étaient pas intéressés par la philo, et il y en a plein et c'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça, mais je veux dire, je savais pas du tout aller les chercher. C'était pas. Je pense que j'aurais vite craqué quoi, dans tous les cas, même si je m'étais forcée. Bon, donc en fait, c'est vrai que quand on nous dit, on entend souvent, on fait des études de philo, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas être prof. Bon, voilà. Ça c'est fait. Finalement, t'as pas été prof. Mais par contre, j'avais parlé quand j'ai hésité à faire des études de philo, j'en ai parlé avec une fille qui était plus âgée que moi, qui avait fait des études de philo et qui finalement avait fait un truc qui n'avait rien à voir derrière. Et elle m'avait dit, j'ai jamais regretté d'avoir fait des études de philo, ça m'a apporté plein de trucs. Ouais. Et en fait, je me dis la même chose. C'est pour ça que le chemin de traverse, je trouve que c'est intéressant, c'est que, ok, j'ai pas été prof de philo, mais par contre, c'était bien que je le fasse, quoi. Et je suis contente de l'avoir fait. J'ai pas de regrets. Oui, tout à fait, je comprends ça. Participer à ta construction, peut-être au fait que tu as... avec la philosophie, c'est une matière, comme n'importe quelle matière, mais où on creuse, on travaille, on apprend, on fait marcher sa tête, son intelligence, je sais pas. Du coup, on apprend beaucoup quand même, dans tous les cas. Moi, ce qui m'avait plu au départ, en tout cas, avec justement ma prof de terminale, c'était que c'était quelqu'un qui avait beaucoup l'esprit critique, mais dans le bon sens, évidemment, de remettre en question les choses, en fait. Et de pas se dire, c'est vrai parce que on a dit que c'était vrai, ou parce que c'est la pensée dominante, ou parce que, non, pourquoi, d'aller toujours un peu questionner. C'est ça qui m'avait plu, quoi, au départ dans la philo. Okay. Donc, au final, c'est pour ça que je dis que pour moi, tout a toujours été lié, parce que quand j'ai fait le podcast, je donne cet exemple parce que pour moi, c'est assez proche de la philo, c'est-à-dire que j'avais plein de témoignages dans tous les sens, j'avais plein de thèmes, j'avais plein de trucs, et quelque part, le fait d'avoir su faire des dissertations, d'avoir appris à organiser mes idées, à défendre un point de vue, etc., ça m'a quand même beaucoup servi, quoi, pour on va dire, ordonner un peu toute cette matière. Oui, l'analyser, sortir quelque chose. Ouais, faire un plan, voilà. Oui, je comprends tout à fait. Si tu veux bien, il est déjà 10h30. On pourrait peut-être écouter une musique avant de passer à la suite. Alors, donc tu es chanteuse et compositrice. Donc moi, je t'ai demandé de choisir des musiques comme je le fais pour tous les invités. Et
est-ce qu'on prend des musiques que tu as composées, que tu as chantées? Pour moi, c'est oui, ça c'est sûr, on veut en écouter. Donc oui, on va écouter les musiques, les chansons et les musiques que tu as composées. Voilà, on est très contents. Alors, tu as choisi en premier une musique que tu as appelée Oxygène. Oui. Alors, on va l'écouter. Est-ce que tu peux nous dire un mot? J'ai choisi pour plusieurs raisons. En fait, c'est un texte à la base. D'habitude, je commence par la musique. Là, c'est l'inverse. C'est un texte que j'ai écrit avant même de vraiment me lancer sur la musique, quand j'étais plus sur le théâtre. Donc, c'était un monologue, en fait, en anglais, une sorte de poème que j'avais joué dans une performance un peu hybride musique-théâtre. Et ce texte-là, j'avais eu longtemps envie de le mettre en musique. Et c'était un peu la boucle est bouclée, quoi. Ça a été à partir de ce texte-là que je me suis vraiment mise à la musique, et finalement ça a été dans mes 2 EP la dernière chanson que j'ai finie, et du coup c'est la seule où il y a du français. Donc c'était un peu une ouverture, quoi. Ok. Alors on écoute Oxygène par Mitty, donc c'est ton nom de scène. On se retrouve dans 3 minutes. Belle soirée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Alors, nous venons d'entendre Oxygène par Mitty. Oui, vous écoutez l'émission Chemin de Traverse. Je suis donc avec Domitille Lamberterie, donc qui a aussi le nom de scène, qui porte aussi le nom de scène de Mitty. Donc, qui est chanteuse, compositrice, productrice et j'en passe, actrice et aussi productrice du podcast Sister of Sounds. Alors, n'hésitez pas à participer à notre conversation. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous téléphoner au 09 72 51 55 46 ou alors, vous pouvez aussi parler, poser des questions, dire ce que vous voulez sur le salon web dédié à l'émission. Sur le chat, donc sur le site de causecommune.fm, sur le bouton de chat en haut. Et donc, vous trouvez le salon de Chemin de Traverse. Alors, justement, je dis que ton nom de scène, c'est Mitty. Donc, ton prénom, c'est Domitille. Est-ce que Mitty, c'est la fin de Domitille ? C'est la fin, c'est-à-dire ? Mitty, ça vient de ton prénom, Domitille ? Oui. Oui. Ouais. Les deux dernières syllabes. Ouais, mais ça s'écrit pas pareil. Ça s'écrit pas pareil, c'est vrai. Ouais. C'est assez mystérieux pour moi. Pourquoi c'est-à-dire, au début, j'avais pas de nom de scène. Après, quand j'ai commencé ce projet où j'avais fait une performance, ça s'appelait Mitty Live Poetry. Oui. C'est-à-dire que c'était des textes que j'avais écrits, que je jouais comme des monologues, mais il y avait des musiciennes derrière. Donc c'était un peu entre deux. Ensuite, quand je suis venue à la musique, j'ai utilisé mon prénom, Domitille. Et puis ça a été un peu au moment justement où j'ai créé mon asso Mermaid. Il y a eu plusieurs événements en même temps et il y a le nom Mitty qui est revenu et j'avais l'impression que... C'est difficile à expliquer, mais j'ai l'impression d'être plus libre en utilisant... C'est une partie de moi, mais c'est la partie artistique de moi, quoi. Ok. Donc, ça met une distance aussi, que je trouve intéressante. Voilà, si je suis là à faire ma vaisselle chez moi, je suis pas Mitty, quoi. Voilà, j'avais envie de séparer des choses, quoi. Ok. Et Mitty, ça te parle, quoi. Tu le portes. Ouais, c'est comme un truc un peu mystérieux, quoi. C'est cette part artistique qui est là, mais qui n'est pas. C'est pas que c'est pas tout le temps là, mais en tout cas, c'est une partie de moi. Voilà, c'est ça. C'est une partie de moi. Oui. Et j'avais aussi une autre question, je vais la poser maintenant. D'ailleurs, dans ta chanson, du coup, on a entendu donc du français, mais on a aussi entendu de l'anglais. Et d'ailleurs, on a beaucoup aimé ta chanson. Et donc, je me demandais comment tu sais parler anglais. Pourquoi tu sais parler anglais et avec l'accent et tout ce qui va bien? Alors, ça, c'est pareil, ça date quand même de l'enfance. J'adore l'anglais, j'ai toujours adoré l'anglais. J'ai toujours adoré regarder des films en anglais. Je mets quand même les sous-titres, mais assez vite quand même, j'aimais bien. Je pense que c'est aussi lié, là encore, à mes frères et sœurs, parce que ma sœur, elle était partie... elle travaillait en Angleterre, voilà, donc j'allais la voir en Angleterre. Mon frère aussi, il était parti, il parle bien anglais, donc c'était assez ambiant. Et puis j'ai une tante qui est partie quand elle était jeune, elle est partie en Irlande et elle s'est installée là-bas. Donc j'ai des cousines qui sont irlandaises et anglaises. Et du coup, quand j'étais ado, on avait fait une sorte d'échange parce qu'ils avaient des amis qui avaient une fille de mon âge. Donc elle était venue, moi j'étais allée chez elle, mais pendant longtemps, j'étais allée au moins un mois en Irlande. J'avais même été à l'école là-bas dans une espèce d'internat où il fallait être en uniforme. Oui. Donc c'était assez dépaysant. Oui. Et j'imagine que si on a eu des vies antérieures, je sais pas, mais je pense que si on en a eu, je devais parler anglais, quoi. Il y a toujours un truc où, pourtant j'ai pas habité longtemps là-bas, mais j'ai toujours eu ce truc ça a toujours été un truc qui me parle et j'aime bien parler anglais, même toute seule.
me parle en anglais, quoi. Ouais. Donc ouais, il y a un truc hyper intime presque. Ça participe, j'ai l'impression, c'est une autre langue, un peu comme le nom Miti, c'est un peu comme un mystère aussi peut-être ou... Oui, complètement. Ouais. Parce que aussi, il y a le fait que comme le français c'est ma langue, quelque part c'est pareil, c'est la langue que je vais utiliser pour aller acheter du pain, pour aller, enfin voilà, c'est une langue qui sert à tout. Et du coup, l'anglais, il y avait un peu ce côté, je l'utilise pour créer, donc c'est quelque chose de poétique, d'artistique, enfin c'est quelque chose de spécial, quoi. Et en fait, quand on est artiste comme toi, voilà, on se crée un univers alors finalement. Ouais, je pense, ouais. On rentre dans quelque chose. D'ailleurs, moi je fais alors un peu de dessin. Et donc je vais à un atelier de dessin le mardi soir. Et j'adore dessiner dans cet atelier. Que chez moi, je dessine pas beaucoup. Mais là, oui, je rentre dans l'univers, quoi. C'est un peu comme si je suis plus dans ma vie, je suis dans la vie du dessin. Même à la radio, comme ce soir. Je suis dans la vie, dans l'univers du direct, là, à la radio. On sent d'autres choses, on est dans un autre espace-temps, j'ai envie de dire, peut-être. Et quand on est artiste, c'est un peu ça ? Ouais, je pense. Ah ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est quand même pas la vie quotidienne, quoi. C'est quand même, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a même un équilibre à trouver, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont obsessionnels de leur art et que ça peut être compliqué d'avoir une vie quotidienne, en fait. Ouais, il faut chercher l'équilibre. Ouais. Bon. Alors, donc, on en était que le professorat, voilà, c'était pas pour toi, et donc tu démarres dans la vie. Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu fais du théâtre, tu chantes ? J'ai fait pas mal. J'ai fait pas mal de choses en fait, parce que il fallait quand même gagner sa vie. Voilà, c'est ça que je me demandais. Cours. Donc, comme j'ai assez vite compris que, prof, ça allait pas trop aller, mais que j'aimais bien quand même transmettre et que je pouvais transmettre des trucs, j'ai donné beaucoup de cours, en fait. Donc, c'est-à-dire des cours particuliers, de soutien scolaire, des cours de philo, mais aussi des cours aux enfants, des cours de soutien scolaire, quoi. Et puis, comme j'avais fait pas mal de théâtre, j'ai commencé à donner des ateliers théâtre. Et à transmettre le théâtre et à faire du théâtre à des gens, donc à des enfants, mais aussi à des adultes. Et du coup, ça, j'ai fait beaucoup, et ça m'a amené à faire après un petit peu de formation, de formation genre prise de parole en public, ou voilà, d'utiliser les outils du théâtre pour s'exprimer, avoir confiance en soi. Et puis comme après je faisais beaucoup de chant, après j'ai commencé aussi à utiliser les outils du chant, toujours pour essayer soit de transmettre, faire créer des gens, donc par des ateliers par exemple, ou soit donner des outils qui n'ont pas pour but de faire créer, mais juste de réussir à parler en public, par exemple, à s'exprimer, etc., quoi. Donc quand même pendant des années, je travaillais dans plein de trucs différents. Ce qui était intéressant, c'est que moi j'ai travaillé avec beaucoup de public, quoi. Ça peut aller des gens en situation de handicap, des enfants, des gens en entreprise. Enfin, c'est pas du tout les mêmes codes et les mêmes milieux, et donc ça c'est intéressant. Ouais. Et donc tu travaillais pour des structures, tu étais à ton compte, comment ça se passait ? J'ai jamais été salariée. Mais après j'avais une auto-entreprise, parfois j'étais embauchée par parfois donc ça dépendait un peu, quoi. D'accord. Des endroits où on avait besoin de toi. Ouais, mais j'ai jamais été salariée, par contre. Il y a jamais eu une structure et je suis que là et je fais que ça. Je comprends. Donc ça a toujours été quand même instable et très très varié. Et alors, comment tu es venue à chanter ? Enfin, tu dis tu chantais de plus en plus, mais tu faisais quoi ? Tu chantais chez toi ? Tu chantais avec d'autres ? Du coup,
en fait, moi, j'ai toujours chanté quand même, parce que pareil, c'était quand même un truc, je faisais des chorales, quand j'étais petite, voilà, Oui. Et puis, même après, en fait, j'ai jamais vraiment arrêté, parce que mon frère avait un groupe de musique dans lequel je faisais du clavier, puis après, voilà, je faisais de la musique, D'accord. en fait, toujours, mais c'était plutôt un truc à côté. C'était pas forcément, ça prenait pas forcément trop de place. Et le théâtre m'a amené à travailler beaucoup sur la voix, et parfois à chanter, et je me rendais compte que quand même, notamment c'est au conservatoire de théâtre que je me suis rendu compte de ça, où on avait eu quelqu'un qui était venu sur la voix nous faire chanter, nous faire travailler notre voix, poser notre voix, respirer et tout, et je me suis dit en fait j'adore encore plus quoi. Enfin là il y a vraiment un truc, j'ai envie de creuser ça quoi. Donc j'ai pris des cours individuels, j'ai fait pareil là. Moi quand j'explore quoi. Ouais. Donc je veux dire j'ai fait le chœur régional du Nord-Pas-de-Calais par exemple. C'est-à-dire j'avais envie de chanter en chœur, donc ça c'était un truc avec des fois des orchestres, des chefs d'orchestre et tout ça, enfin vraiment dans la musique classique. À côté de ça, j'ai fait du gospel aussi, donc complètement différent. Et puis après, j'ai commencé à chanter dans des groupes. Ça dépendait un petit peu, là encore, des rencontres. J'ai été choriste sur certains projets, mais toujours dans l'idée de chanter mes chansons quand même. Je voulais chanter mes chansons quoi. Je voulais créer des chansons, expérimenter ça quoi. Donc ça a toujours été. J'ai fait plein de projets avec plein de gens, mais je pense que j'ai toujours voulu développer mon truc. Et tout ça, c'était dans ta région ? Alors oui et non. Forcément, il y a eu plein de trucs dans ma région, mais après, il y a eu aussi des fois avec des rencontres. Par exemple, j'avais fait un projet européen qui était en Allemagne. Qui était avec d'autres musiciens, d'autres artistes. Du coup là j'avais rencontré un Hongrois avec qui on s'entendait bien, avec qui on faisait de la musique, et du coup on avait monté un duo, donc je suis allée plusieurs fois en Hongrie jouer avec lui, mais c'était beaucoup de l'improvisation. C'était pas encore mon projet à moi quoi. Moi j'aime bien voyager, donc là je le fais moins, mais en soi j'adore. Et c'est quoi ton projet à toi ? Mon projet à moi, c'est Miti. C'est-à-dire, à partir de 2017, j'ai commencé à faire mon projet solo où j'écrivais mes chansons. D'accord. Donc, j'étais pas interprète pour d'autres. Là, c'était moi qui écris, c'est moi qui suis aux commandes, quoi, en fait. Alors que j'ai fait d'autres projets où je suis interprète. Donc, pour moi, c'est très, très différent. Ok. Et donc, tu dis à partir de 2017, tu as dit, c'est ça ? Disons que oui, c'est en 2017 que j'ai commencé le projet Miti, que j'ai commencé à écrire des chansons, à les jouer, à faire des concerts et à développer un peu ce projet-là, quoi. Ok. Et donc là, tu composes toi-même la musique, par exemple dans ce qu'on a entendu, là, la chanson. Oui. La musique. Donc c'est toi qui composes, et il me semble que j'ai lu quelque part, je sais pas bien où, que tu adorais ça, composer la musique, prendre des sons, arranger tout ça. Tu es passionné par ça. Ouais, j'aime bien le son et m'amuser avec les sons, triturer. J'aime bien le collage, en fait, la technique du collage. Donc, c'est-à-dire il y a un texte ici, et il y a une mélodie là, et il y a un bruit là, ou il y a un sample que j'ai enregistré, où j'ai enregistré quelqu'un parler, et puis je vais voir comment je pourrais combiner tout ça. En tout cas, sur Oxygène, c'était bien combiné pour nous. C'est très agréable à écouter. Moi, je trouve que quand j'écoute, au-delà de trouver agréable d'écouter cette musique, je sais pas, elle rentre dans moi, elle m'inspire beaucoup. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai écoutée plusieurs fois chez moi avant, là, dans les semaines qui ont suivi, qui sont passées. Et je trouve que c'est vraiment, on sent vraiment qu'il y a un art, je sais pas comment dire, et je trouve que ça rentre dans moi. C'est comme si ça m'inspire ou que ça rentrait dans moi, je sais pas, mais c'est un peu différent de parfois comment j'écoute la musique. Et alors donc tu sais plusieurs fois le mot que tu as fait des EP. Oui. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est ?
En fait, un EP, c'est juste le nombre de chansons qu'il y a dessus, quoi. Un album, ça va être 10, 11, 12 chansons. Un EP, ça va être 4-5 chansons, quoi. Ok, je savais pas qu'il y avait une norme avec des nombres de musique. Disons qu'avant, on sortait des albums. Et maintenant, de plus en plus, on va sortir plutôt, pour plein de raisons, mais plutôt plusieurs EP qu'un album, et voire même maintenant que des singles, quoi. Donc ça tend à ça, quoi. Et alors les albums, il y a forcément un nombre minimum de musique, de chansons ou de sons? Oui, après je saurais pas dire exactement c'est quoi le numéro, mais en tout cas s'il y a 4 chansons, c'est plutôt un EP, ouais. Ok. Et alors, du coup, dans ton travail de compositrice, tu as fait donc ces EP ou tu en as fait combien? Enfin, j'en connais au moins 2. J'en ai fait 2. Voilà. J'en ai fait 2. Ouais. Et tu appelles ça un diptyque? Oui, parce que en fait, ça aurait pu être un album. Oui, c'est vrai. C'est juste que, oui, parce qu'en fait. Elles sont toutes liées, c'est-à-dire que c'était des chansons que j'ai jouées en concert et que j'ai jouées un peu en même temps en concert en plus. Et le fil conducteur, c'était les animaux, mais les animaux intérieurs, c'est-à-dire ce que ça représente en fait, les animaux. Par exemple, il y a une chanson sur le thème du loup, que je me suis intéressée à la figure du loup. Et parce qu'au début, pour moi, le loup, c'était péjoratif, quoi. C'était le grand méchant loup. C'était dans cet imaginaire-là, un peu des contes où le loup il fait peur, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que la symbolique du loup, elle était magnifique parce qu'en fait, c'est la liberté et en même temps c'est la meute et en même temps c'est la rébellion. Et donc je me suis dit mais j'adore. Et en fait, quand on creuse un peu, c'est la religion catholique qui a diabolisé la figure du loup et qui nous a fait croire que les loups attaquaient tout le temps les hommes et qu'il fallait s'en méfier, etc. Et puis après, dans les contes, et notamment certaines versions du Petit Chaperon Rouge, en fait, finalement, certaines versions du Petit Chaperon Rouge, c'est hyper conformiste parce que le Petit Chaperon Rouge, il ne doit pas aller dans la forêt, elle ne doit pas... et le loup, ça symbolise... quelque part le fait de sortir de la route en fait. Donc c'est parti de là en fait, de cette réflexion sur le loup où j'étais assez passionnée. Donc, la première vraiment chanson que j'ai écrite, c'était celle-là. Et puis après je me suis intéressée en fait, comme ça j'avais trouvé ça me parlait beaucoup, quoi. Donc je me suis dit tiens, je vais aller creuser d'autres symboliques d'animaux. Finalement, du coup, j'ai relié chaque chanson à chaque fois avec une nouvelle symbolique d'un nouvel animal, quoi. Ok. C'est pour ça que je dis diptyque, parce que ça concerne les 2 EP. Et d'ailleurs, l'EP 1, il s'appelle Until the Fight, et l'EP 2, il s'appelle Become a Dance. Mais en vrai, en fait, ça va ensemble. C'est Until the Fight, Become a Dance. C'est la même phrase. Ça veut dire jusqu'à ce que le combat devienne une danse. Donc c'est un parcours initiatique à travers ces images un peu d'animaux presque chamaniques, quoi. C'est comme une sorte de parcours initiatique où le combat va finir par devenir une danse. Enfin, c'est imagé, quoi. Oui. Et ça t'a pris beaucoup de temps de faire ça? Oui, énormément. Oui. Ouais, ça m'a pris beaucoup de temps, pour plein de raisons, parce que déjà... le temps que ça mûrisse, parce que l'idée du loup, je pense que je l'ai eu en 2015, et l'EP, il est sorti en 2022, donc ça fait 7 ans quand même. Mais aussi parce que je ne savais pas faire de la musique, c'est-à-dire la produire. Ça, c'est ça qui m'a pris aussi beaucoup de temps, c'est-à-dire que j'avais les mélodies en tête assez vite, avec les thèmes assez vite, mais par contre, pour arriver au résultat final, ça, c'était le parcours du combattant, parce que... je savais pas travailler sur ordinateur, je savais pas comment faire, je savais pas ce qu'on appelle produire en fait. Oui. Donc ça a été long parce que je savais pas le faire et que je n'arrivais pas à le faire, c'est-à-dire que ça ne sonnait pas, mais comme tout le monde, je pense que tout le monde, quand on commence à faire de la musique sur ordinateur et qu'on a une idée et qu'on met les mains dans le conduit, en fait c'est dur et ça sonne pas comme on veut, quoi. Et d'ailleurs, je dis par ordinateur, mais je pense que c'est vrai pas que pour ordinateur, puisque ça me fait penser il y a une phrase de Miles Davis où il dit
ça lui a mis des années que ça met des années pour trouver son son en fait, enfin, être soi-même. Donc c'est ça qui a pris du temps. Ok. Et... Parce que évidemment, j'avais confié ça à d'autres personnes en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire moi-même, je me disais je ne sais pas le faire, donc je vais chercher quelqu'un qui va le faire à ma place. Et ça, j'ai fait plusieurs fois. Je retombais dans ce piège de chercher quelqu'un pour le faire à ma place. Et comme en plus c'est des milieux très 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 masculins, du coup c'était toujours des hommes qui finalement s'appropriaient le travail. Enfin, c'est pas s'approprier, mais je veux dire, c'est normal aussi qu'ils voulaient mettre leurs pattes, mais ce que je veux dire, c'est que finalement ça ne ressemblait plus du tout à ce que je voulais faire. D'accord. Et que du coup, ça n'avait plus de sens vu que c'était mon projet à la base et que j'aimais pas en fait. Enfin, donc voilà, ça a mis du temps pour que je me dise, mais en fait, il faut que j'apprenne à le faire, quoi. D'accord. Et c'est la seule solution. Et maintenant, tu as appris. Ouais, j'ai appris, mais c'est toujours laborieux. Je pense que ça sera toujours laborieux. Je pense qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on est plus doué que d'autres, ou en tout cas qui sont plus intuitives. Et ça ne l'est pas. Et malgré les années de travail, ça ne l'est pas devenu. Oui, j'allais dire peut-être il faut du temps, mais... Et donc... j'ai progressé, mais et je vais plus vite qu'avant, et j'ai gagné en efficacité, mais c'est pas... ça, c'est un domaine que je trouve difficile quand même, encore. Alors là, il y a Frédéric qui pose une question sur le salon de chat. Et alors évidemment, moi aussi, j'avais beaucoup envie de poser la question parce qu'il y a une chose qui va arriver, c'est que maintenant, après t'avoir écouté, j'ai envie de venir te voir en vrai. Donc, où est-ce que tu fais des concerts? Où est-ce qu'on peut venir te voir? Je ne sais pas. non, mais ça pourrait... en fait, en gros, quand j'ai eu mon premier enfant, à partir du moment où j'étais enceinte de mon premier enfant, donc ça fait déjà longtemps parce qu'il a 6 ans, j'avais plus trop envie de faire de concerts. D'accord. Parce que, mais ça c'est lié à l'industrie musicale en fait. C'est pas lié à l'expérience de faire un concert, c'est lié au fait que, c'est vrai que quand on n'est pas connu, c'est quand même, comment dire, c'est fatigant. Parce que je pense qu'au début, quand on commence, on est hyper content de jouer, de se lancer, donc on a beaucoup d'énergie, on y va à fond, on donne toute l'énergie qu'on a et on adore ça et c'est super. Et puis au bout d'un moment, on se fatigue. Et en plus, quand on a un enfant, de l'énergie et du temps, on en a d'un coup beaucoup moins. Donc du coup, ne serait-ce que de trimballer tous ces instruments pour, pas forcément jouer toujours dans des bonnes conditions, ça use en fait. Et donc moi ça m'a usé et du coup j'avais plus envie de jouer. Et je trouve que ça être sur scène c'est quelque chose qui est tellement on peut pas tricher quoi quand même. Donc à un moment donné si on n'a pas envie d'être sur scène il faut vraiment pas y aller quoi je pense. Oui. Et donc du coup j'ai complètement arrêté. Presque du jour au lendemain, mais pas définitivement. C'est-à-dire que moi, je sais que j'adore la scène, que en fait, j'en fais d'une autre manière, quoi. C'est-à-dire, j'ai fait le podcast, c'était une autre manière de faire quelque chose qui me semble quand même artistique, qui parle aussi de moi et qui est audio. Et du coup, parfois, on m'a invité à faire une conférence ou donc j'allais parler, donc j'étais quand même quelque part sur scène. Et donc c'était différent, bien sûr, hein, c'est pas un concert, mais il y a d'autres expériences qui font que là, j'ai refait du jeu en tant que comédienne. Je travaille aussi en tant que voix. Donc du coup, finalement, moi personnellement, la sensation d'être sur scène, même si c'est pas vraiment de la scène, je l'ai d'autres manières. Donc ça me manque pas tant que ça. Mais par contre, j'aimerais bien refaire quelque chose avec Niti et avec la scène. Sauf que ces chansons-là, elles commencent à dater. C'est quand même 2022-2023. Donc j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, quoi. D'accord. Ça veut dire que t'as pas envie de rechanter ça? Pour l'instant, non. Non. D'accord.
Non, parce que c'est un peu le passé en fait pour moi. Après, je sais pas, peut-être que je vais relancer d'autres choses et puis que dans ce nouveau, enfin, je dis nouveau projet, ce sera toujours Mitty, mais moi, ce que j'aimerais vraiment là faire, c'est plutôt un projet que justement j'ai un peu mis en pause il y a très longtemps, c'est-à-dire j'avais écrit des textes que j'avais mis en musique, mais j'étais quand même dans une posture plutôt de comédienne, quoi, pas de chanteuse, d'interpréter en fait des personnages. Et du coup, des monologues, en fait, toujours pareil, des pensées intérieures, etc. Et donc, ça que j'aimerais bien faire là, c'est-à-dire reprendre Mitty Live Poetry, quoi. En gros, ce projet-là. Donc, ce sera de la musique et du texte, mais quelque chose d'un petit peu plus entre la performance, le théâtre, la musique, quoi. Alors, peu moins chanson. Là, tu fais de la mise en scène ? En ce moment, non. Attends, je veux dire, dans ce genre de projet que tu as envie, il y a de la mise en scène ? Dans Mitty Live Poetry, il y en a un peu. C'est pas non plus. Non, je comprends. Mais il y en a quand même. Il y en a plus que dans un projet de musique pure. Oui. Mais c'est pas non plus forcément. Ça reste performance, donc ça reste simple. Mais oui, voilà. Moi, j'aimerais bien partir dans cette direction-là, quoi. Donc peut-être que les chansons, je sais pas, peut-être qu'elles évolueront ou que j'en chanterai une, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est vrai que je les aime bien encore, j'aimerais bien, mais il faudrait que ça évolue, quoi. Ok. Je sais pas, c'est toujours pareil dans l'idée de pas mentir. Je veux dire, parce qu'on m'a déjà dit, ah bah tiens, tu veux pas... Ça m'est arrivé quand même qu'on me propose de faire des dates. Juste une date, quoi. Ah, mais si, juste une date. Mais sauf que, en fait, c'est bizarre. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas joué les chansons, je vais pas ressortir mon ordi, le truc que je faisais il y a 3 ans, je m'en rappelle à peine. D'accord. Donc, ce serait du réchauffé, en fait. Ça veut dire, si je les refais, ok, je les refais, mais je les actualise, en fait, pour que je me sente, moi, actuellement en train de les jouer avec la personne que je suis actuelle. Enfin, voilà. Vraiment dans la création. Donc tout ça demande quand même du temps. Et donc je reviens à ce dont on parlait au début, quoi, c'est-à-dire le fait que là j'ai 2 enfants et que le deuxième a 1 an et demi. Et en fait, je trouve qu'avec un enfant c'était un peu difficile, avec 2 enfants c'est beaucoup plus difficile. Et du coup, et puis enfin voilà, la fatigue et tout. Enfin, ce qui fait que l'énergie mentale, en fait, c'est ça, c'est l'énergie mentale. Je l'ai pas encore retrouvée, quoi. Après, tu fais donc, pas. Je sais que ça va revenir. Tu as fait le podcast, tu fais des choses, tu fais pas rien quand même. Non, je fais pas rien. Mais le podcast, c'était ça aussi, c'était ma prise de conscience, c'est de me dire, non, mais en fait, il faut se donner le temps, quoi. Faut vivre, faut tranquille, quoi. C'est vrai qu'on nous pousse beaucoup quand même à être tout le temps en train de travailler, tout le temps en train de produire, tout le temps en train de... C'est de pire en pire en musique, avec en plus les algorithmes, les trucs de streaming où il faut sortir tout le temps. D'accord. De streaming, dans la musique actuelle, il faudrait presque sortir des titres tous les mois pour que les plateformes, elles nous mettent, elles nous oublient pas. Ok. Et donc il y a cette pression constante, et moi je veux plus être dans cette logique, en fait. Voilà. Oui. Donc j'ai fait une grande digression, mais c'est pour dire que je pense que c'est sûr que je retournerai sur scène, mais il faut que ce soit le bon moment pour que les planètes elles soient bien alignées, quoi. Si c'est juste forcer le truc pour dire allez, on me propose une date, allez j'y vais, je m'épuise à jouer des trucs que j'ai pas joué depuis 3-4 ans, enfin ça n'aurait aucun sens, quoi. D'accord. Pour moi. Oui. Ok. Et c'est pas grave, moi je continue à t'écouter sur SoundCloud. Non, mais faut être patient. Oui, faut être patient. Mais alors, j'ai compris que tu faisais aussi des collaborations. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'était avant ? Non, tout est possible. Hein. Ouais. Non, j'avais fait des collaborations avec un groupe allemand de trip-hop. On a fait une chanson ensemble, on en a refait une, mais qui n'est pas encore sortie. Et mais cela dit, les collaborations, elles n'étaient pas sur scène. Hein, d'accord. En fait. Ok. Tout s'est fait plutôt à distance.
Ok. Donc le titre, il est sorti. On a fait un titre ensemble qui est sorti en Allemagne, qui est sorti sur les plateformes, mais je veux dire... mais on l'a pas joué, quoi. Et alors, qu'est-ce que c'est trip-hop? Trip-hop, c'est un courant musical des années 90. Massive Attack, par exemple, Morchiba, Portishead, ce genre de groupe plutôt anglais, ça vient de Bristol. C'est vraiment un son particulier et ça existe toujours, mais c'est vrai que en France, c'est pas forcément ce qui est le plus mis en avant. Mais en tout cas, je sais que en Allemagne, par exemple, c'est plus connu qu'en France, je pense. Okay. Donc c'est difficile à décrire, c'est une sorte de... Le trip-hop, c'est un peu comme les rythmes de hip-hop, mais c'est beaucoup plus posé, très axé sur la mélodie. Je sais, c'est difficile à décrire, à part de trouver de donner des exemples, quoi. Oui, faudrait qu'on écoute, faudrait que j'écoute. Etc. Oui. Portishead, c'est vraiment un groupe que moi j'ai énormément écouté. Et qui m'a beaucoup influencé et qui est très très typique du trip-hop, quoi. Comment tu dis? J'ai pas bien compris le nom du groupe. Portishead, qui peut se prononcer aussi Portishead, mais voilà, c'est une ville en Angleterre. Ça s'écrit Portishead. Ok. Et c'est un groupe, pour moi c'est le meilleur groupe du monde. D'accord. Je note. Portishead. Qu'est-ce que tu penses qu'on écouterait une autre musique? Oui. Alors, donc on va écouter donc une musique de ta composition, de ton diptyque. Alors, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Waves ou The Wolf? C'est une bonne question. Je ne sais pas par rapport à la durée de l'émission. Je suis juste pour dire que The Wolf, elle est plus longue. Ah, ok. Bon, alors, ouais, on va... Impact. Exactement. On va écouter Waves, alors? Ouais. Ok. Tu veux nous dire un mot sur cette chanson? Waves, c'est une chanson qui parle de l'océan et c'est parti d'un poème de Baudelaire où en fait il dit jette à la mer... en fait, ce que je trouve intéressant dans le poème de Baudelaire, c'est qu'il personnifie la mer, mais la mer, pour lui, c'est masculin. Et donc, je me suis dit, c'est marrant qu'il voit la mer comme quelque chose de masculin, quoi. Ouais. Et de guerrier, et d'une énergie très virile et masculine. Donc, voilà. Du coup, c'est l'inverse. C'est Waves, c'est la mer comme un élément féminin. Ok. D'accord. Alors, donc on écoute Waves par Mitty. On se retrouve dans 4 minutes. Belle soirée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Nous venons d'entendre Waves par Mitty. Vous écoutez l'émission Chemin de Traverse. Je suis donc avec Domiti de Lamberterie. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation pour la dernière partie de l'émission au 09 72 51 55 46 ou à nous laisser un message sur le chat de l'émission que vous trouverez sur le site causecommune.fm, cause-commune.fm, dans la partie de chat qui est sur le bandeau du haut, bandeau noir. Alors, Domiti, tu es là ? Oui. Oui, voilà, comme tu n'es pas sur le plateau. Alors, il y a encore beaucoup de choses que tu as fait, que tu vis, dont on n'a pas encore parlé. Et notamment l'association Mermaid. Alors, tu dis Mermaid ou Mermaids ? Je dis Mermaids. D'accord. Comme ça, je prononce le S parce que c'est les sirènes. Enfin, il y en a plein. Ok. Donc, tu as créé l'association Mermaids. Oui. C'est en collaboration avec un lieu ou quelque chose, je ne sais plus. Alors, en fait, c'est... l'historique, c'est que dans mon parcours de musicienne, il y avait une association qui s'appelait Louder, qui maintenant n'existe plus, mais à Lille, qui proposait des ateliers pour les musiciennes et donc en non-mixité. Et en fait, j'en ai fait, et donc c'est parti de là. Ça m'a permis de rencontrer aussi d'autres musiciennes et puis voilà, il y avait vraiment une approche assez féministe dans ces ateliers. Et moi, c'est venu un peu du jour au lendemain, en fait, l'association Mermaids, quoi. J'avais envie il y avait plein de musiciennes autour de moi. Je trouvais que j'aimais bien les écouter, j'aimais bien leurs paroles, quoi. Donc j'avais envie à la fois de défendre des projets portés par des femmes, mais aussi de porter la parole des femmes. Enfin voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était la question justement de l'âge et de la maternité, parce que j'avais participé à plusieurs projets comme ça qui étaient destinés aux musiciennes, mais souvent c'était des musiciennes de moins de 30 ans.
il y en avait très peu qui avaient plus de 30 ans, très peu qui avaient des enfants. Et du coup, je me disais, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles arrêtent? Est-ce qu'il n'y en a plus? Est-ce que, voilà, ça me questionnait parce que moi, j'avais plus de 30 ans et que j'avais un enfant, quoi. Ouais. Et donc, j'en ai parlé avec la directrice du Grand Mix, Elise Van der Hagen. Donc le Grand Mix, c'est une salle de concert qui est à Tourcoing. Et la directrice, elle avait fondé l'association Louder et elle était assez engagée sur ces questions-là. Et donc je lui ai dit, tiens, moi je trouve que ce serait intéressant de creuser, mais sur ces questions-là, cette perspective-là. Il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait sur cette question, en fait. Okay. Et donc, elle, ça l'intéressait aussi. Et finalement, on a monté ensemble. Donc, c'était tout au début de Mermaids, en fait. Et on a monté ensemble une collaboration entre donc mon asso Mermaids et le Grand Mix. Et donc, au sein de cette collaboration, on a organisé des workshops, il y a eu des conférences sur la maternité et la parentalité, il y a eu des rencontres et aussi, du coup, le podcast qui est né de nos échanges avec Élise. Au début, je savais pas trop, je voulais interviewer des musiciennes, mais je savais pas trop si ce serait de la vidéo, de l'audio, quel format ça allait prendre. Et donc, ça s'est construit un peu petit à petit, et notamment grâce à Élise qui a toujours été en fait mon feedback, quoi, avec qui j'ai beaucoup discuté, échangé, quand j'avais des questions, etc., et qui m'a aidé à mettre en place le projet. Ok. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec Mermaids? Disons que là, la troisième saison, elle vient juste d'être finie, en fait. Okay. Donc, le podcast, ça m'a beaucoup occupée quand même. Ouais, ça m'a pris beaucoup de temps. Ouais. Ça, d'ailleurs, même encore, parce que je communique dessus, etc. Et ça, c'était le gros de l'activité. Après Mermaids, à la base, je l'avais aussi créé pour développer mes projets artistiques, notamment mon EP. Donc, là, ça va être de refaire des projets artistiques, je pense, tout simplement. Avec Mermaids, mais peut-être que... Enfin, disons que En fait, ça va dépendre de ce qui se passe, quoi. Comme d'habitude, chemin de traverse, quoi. Enfin, je veux dire... Parce que je me suis posé la question après, avec ce podcast, qu'est-ce que je faisais derrière par rapport à cette question-là des femmes dans la musique? Est-ce que c'était quelque chose... Mais en même temps, j'ai tout dit, moi. C'est-à-dire, par rapport aux musiciennes dans l'industrie musicale, je pense que j'ai quand même bien fait le tour du sujet. Et moi, je suis aussi, avant tout, quand même artiste. Donc, je veux dire, je veux pas non plus... le côté, par exemple, administratif, c'est quelque chose pour moi qui est très, très pesant, quoi. Donc, je veux dire... ça va dépendre, je pense, des rencontres, en fait. C'est vrai qu'après 3 semaines de Sister of Sounds, tu as dit beaucoup de choses. C'est vrai. 3 saisons, pardon. Ouais, donc après, je pense que ce qui m'intéresse, c'est soit de faire des projets artistiques, ou soit de refaire des podcasts, ou de reparler de nouvelles choses, mais pas de monter des projets autour de la place des musiciennes, etc. Parce que pour moi, ça, c'est un travail qui n'est pas artistique. Et donc, que là encore, je sais pas mon domaine, en fait. Ok. Alors, il y a d'autres choses que j'ai découvertes sur toi, et notamment que tu avais écrit un livre ou un essai qui s'appelle La métaphysique de la chair. Alors, je ne l'ai pas lu, malheureusement. Il n'est pas facile à trouver. Ah ben voilà. Et peut-être, comme je vais souvent à la BNF, il y est peut-être, il faudrait que je regarde. J'en ai trouvé pas mal à la BNF, des livres, c'est possible, possible. Parfois qu'on trouvait nulle part. Et donc, j'ai quand même lu des choses dessus. Et donc, c'est sur la danse, de ce que j'ai compris. La danse Butoh, ouais. Voilà, la danse Butoh, qui est une danse japonaise. Oui. Donc, tu as creusé, on va dire, cet univers. Et donc, de ce que j'ai compris, entre autres d'avoir écrit cet essai sur cette danse, tu es toi-même danseuse, c'est ça? Quand même, je dirais pas ça. J'aimerais bien pouvoir dire ça parce que j'adore la danse. Oui. Mais là, quand même, ça fait vraiment longtemps que j'arrive pas trop à trouver
le cadre pour en faire, et donc je dirais pas que je suis danseuse, mais je dirais que j'adore la danse et que j'aimerais bien en refaire, ça c'est vrai. Ouais, j'adore la danse. Et non, c'était plus pendant mes années d'études, en fait, notamment mon master. En fait, mon mémoire de philo, de master 2, c'était sur la danse buto et Antonin Artaud, et le lien entre les deux. Et à l'époque, il y avait, à la fac, il y avait eu plusieurs fois un danseur qui maintenant en Argentine et qui est plus là, mais qui était à Paris et qui était venu faire plein d'ateliers et avec qui j'avais beaucoup travaillé et que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, voilà, c'est parti de toutes ces expériences-là, en fait. Mais tu as quand même essayé toi-même cette danse ? Bah oui, bien sûr, dans le sens où j'ai suivi beaucoup ces ateliers, on a fait des performances ensemble, etc. Donc, je l'ai pratiqué, je l'ai pratiqué, mais ça fait longtemps et je dirais pas que je suis danseuse, je dirais plutôt que j'ai pratiqué la danse plutôt, mais pas, voilà, c'est quand même pas la même chose. Oui. En fait, le point de départ, c'était que déjà la danse buto, j'ai adoré. C'est une danse japonaise qui est très très spéciale quand même et qui se revendique d'Antonin Artaud, qui est un metteur en scène français des années 30. Qui est connu pour avoir écrit sur le concept de théâtre de la cruauté, et en fait c'est pas du tout qu'il faut être cruel sur scène, c'est pas du tout ça, c'est vraiment que la scène c'est quelque chose qui se vit dans le corps, et c'est ce qu'on ressent dans le corps de l'acteur qui va se transmettre dans le corps du spectateur. Et donc je trouvais que c'était hyper intéressant que des Japonais en 1960 se revendiquent d'un Français qui a écrit dans les années 30. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était le lien entre les deux, en sachant qu'Antonin Artaud, il a été interné et que donc ces théories, il les a pas vraiment mis en pratique. Donc, c'est comme s'il avait donné des pistes de ce que pourrait ou de ce que devrait être la scène et le théâtre, mais qu'il n'a pas vraiment réalisé lui. Et donc, est-ce que la danse buto, quelque part, réalisait ce que cherchait à faire Antonin Artaud ? Voilà, c'était ça un peu mon angle. Et en fait, là encore, c'était encore un peu un hasard, parce que j'avais rencontré un éditeur par hasard qui sa maison d'édition, c'était sur tout ce qui concerne le Japon. Donc, moi, j'avais fait ce mémoire et donc ça l'intéressait. Et finalement, il m'a proposé d'en faire un essai. Et donc, c'est assez théorique, ça reste philosophique, mais quand même, je parle de mon expérience de danse buto et de comment moi je l'ai vécu aussi, quoi. Ok. Et c'est marrant parce que c'est d'ailleurs, je me rappelle que quand j'ai fait mon Master 2, c'est un des correcteurs, il me l'a reproché en me disant vous pouvez pas analyser quelque chose et le vivre. Et du coup ça m'avait fait rire parce que je pense exactement l'inverse. Donc et le podcast c'est exactement ça en fait, parce que j'analyse la place des musiciennes mais en l'étant moi-même et je confronte mon expérience à celle des autres. Oui. Donc finalement tout est lié. Ouais, c'est vrai. Et cette danse buto, elle est encore dansée au Japon ? Oui, elle est encore dansée partout dans le monde, hein, mais ça reste assez expérimental, quoi, comme forme artistique. Mais je veux dire, ça existe en France aussi, hein, bien sûr. En gros, c'est toujours, ça donne un peu l'image. C'est souvent des danseurs qui sont presque nus, peints en blanc, et on pourrait dire un peu possédés, quoi. Mais dans le sens très 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 habité. Et là encore, c'est l'idée de ressentir et d'exprimer un monde intérieur, en fait, très très personnel, dans une forme artistique. Alors, il nous reste 2 minutes. Je vais juste te dire, alors je ne sais pas si tu as commencé à faire ça ou si que tu as envie de faire ça. Tu aimes bien ou tu as fait, je ne sais pas si tu aimes faire de la voix off ou des livres audio, voilà, le travail sur la voix. C'est marrant de parler de ça parce que je suis en ce moment en train de suivre une formation de livre audio. En ce moment, et j'adore. J'adore. C'est vrai. Donc, mais c'est quand même assez technique. Oui. Donc, j'ai plein de trucs à apprendre. Mais comme je suis assez passionnée,
c'est chouette. Et j'ai fait de la voix off, j'ai fait des pubs par exemple un petit peu, ou de l'institutionnel, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui regroupe un petit peu tout ce que j'aime en fait, parce que c'est à la fois sonore, à la fois de l'interprétation, à la fois très intime, je trouve, la voix. Donc c'est carrément quelque chose que je veux développer en fait. Ok, alors peut-être on aura des livres audio faits par ta voix, racontés par ta voix. J'espère. En tout cas, si tu en fais, tu pourras absolument me donner l'information, parce que je l'indiquerai dans une émission. C'est vrai que là, ce soir, j'ai pas prévu d'actualité pour les précédents invités, mais on peut faire donner des actualités des précédents invités. Sinon, j'ai une actualité qui est assez surprenante, je ne sais pas, mais comme on disait que j'avais fait des choses assez différentes, et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'avais envie de rejouer, et donc j'ai relancé un peu ça, et j'ai fait des ateliers de casting, etc. Et finalement, ça s'est fait un peu par hasard, mais du coup, j'ai eu un rôle dans HPI. Et donc, jeudi prochain, je passe à la télé. D'accord, c'est sur quelle... Et je joue sur TF1. D'accord. Et donc, dans la série HPI. Et du coup, je joue la personne qui s'occupe des pompes funèbres. Et c'est une scène qui est assez drôle. Ok, donc c'est demain, c'est ça? Ou jeudi la semaine prochaine? C'est jeudi de la semaine prochaine. D'accord. Jeudi 12 juin. Ok, bon, ok, alors on va te voir. Là, on a eu ta voix, mais là, on te verra pour de vrai. Dans un autre style. Dans un autre style. Et là, pour le coup, en tant qu'interprète, c'est pour ça que je différencie. Mitty, pour moi, c'est mon projet, c'est mon truc. Et après, en tant qu'interprète, je peux faire toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir. Oui, tout à fait. Ok. Bon, on a pas mal fait le tour de tous tes chemins de traverse. Et merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps, d'avoir été là, de nous avoir parlé. Merci à toi, merci à vous, à l'équipe. Et donc, je recommande chaudement le podcast Sister of Sounds, qui est, qu'on apprend beaucoup. Et donc on peut aussi écouter Mitty. Moi j'écoute sur SoundCloud, mais il y a d'autres plateformes. Normalement j'ai mis un peu partout, même sur YouTube. Ok. Alors on entend le générique de fin, l'émission se termine. Vous êtes donc sur Chemin de Traverse et c'est en direct tous les mercredis soirs à 22h. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Frédéric et vous êtes sur la radio Cause Commune. Et merci beaucoup à toi, Domiti de Lamberterie, d'avoir été avec nous. Merci. La semaine prochaine, ce sera mercredi 11 juin à 22h. Frédéric recevra au micro de l'émission Cécile Duflot. Militante active depuis sa jeunesse, Cécile Duflot a notamment été secrétaire nationale des Verts, députée, ministre de l'égalité des territoires et du logement. Actuellement, elle est directrice exécutive d'Oxfam France, une ONG qui a pour objectif de lutter contre la pauvreté et combattre les inégalités qui l'alimentent. Donc ça sera mercredi prochain. Alors merci à vous d'avoir écouté l'émission. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le formulaire de contact de la page internet de l'émission qui se trouve sur le site internet de la radio causecommune.fm. Et nous espérons que cette émission vous a touché et si c'est le cas, vous pourrez partager le podcast qui va sortir. Alors juste après, vous pourrez écouter sur Cause Commune l'émission Mini Décousu et je vous souhaite une bonne soirée. Salut et solidarité.